J'ai toujours été entrepreneur, j'ai jamais été salarié et au cours de mes différentes expériences entrepreneuriales, je suis arrivée à la création de mon cabinet Audit & Coverage que j'ai confondé avec mon associé et mari Romain Desnoyers, qui est un cabinet conseil expert en financement. Et donc c'est là qu'il nous dit d'une manière générale, les courtiers ils prennent entre 1 et 1,5% du montant emprunté. Si j'ai 0 €, je vais donc structurer, donc ça c'est ce qu'on fait aussi pour nos clients, je vais structurer en plus de l'equity, un encours vraiment très très fort. Nous en plus de 10 ans on a levé 6 milliards d'euros et on avait beaucoup levé mais à des tarifs qui n'étaient pas du tout ceux du marché en réalité. Donc je vais monter un club deal, je vais faire rentrer des gens, Thibaut, Pierre, Paul, Jacques, et je vais leur dire à chacun, j'ai besoin de 100 000 €, mettez-moi 25 000 € chacun, vous êtes 4. Il y a peu de chances que tu acceptes, même si tu m'aimes bien, tu vas me dire, moi je veux quand même que mon argent il tourne et je veux qu'il tourne vite. Donc je veux que la rotation soit importante, parce qu'à chaque fois j'investis. Donc je vais te donner 1 an. Allez, 1 an et demi. Okay. Allez, si c'est vraiment une énorme opération et qu'elle est magique, 2 ans. Salut Anaïs, bienvenue sur le podcast des leviers de la liberté. Salut Thibaut, merci pour l'invitation. Écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. On va parler plein de sujets super intéressants, marchand de biens, financement, on pourra parler aussi un peu de LinkedIn. J'ai beaucoup de sujets en tête pour ceux qui nous écoutent, mais avant de commencer, on va rappeler la ligne éditoriale des leviers de la liberté. Moi ici sur ce podcast, mon objectif c'est de donner toutes les clés aux Français pour faire le 0 à 1 million de patrimoine en partant de zéro et sans leur vendre de formation. Donc, on va essayer de parler de pistes concrètes de comment, étape par étape, ils peuvent s'y prendre. Et potentiellement avec toi, puisque je sais que t'es beaucoup dans le step d'après aussi, toi, pour faire le 1 à 200 millions. On parlera aussi, exceptionnellement, des étapes suivantes pour voir comment, une fois qu'on a 1 million, comment on peut se professionnaliser et vraiment, pourquoi pas, quitter son job et vivre de l'immobilier. Ça te va ? Impeccable, j'adore le programme. Écoute, super. Avant de partir dans le vif du sujet, comment t'es arrivé, toi, dans le domaine de l'immobilier ? Raconte-nous. Alors, moi, je suis arrivée dans l'immobilier, j'avoue, un petit peu par hasard. Moi, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai jamais été salarié et au cours de mes différentes expériences entrepreneuriales, je suis arrivée à la création de mon cabinet Audit & Coverage que j'ai confondé avec mon associé et mari Romain Desnoyers, qui est un cabinet conseil expert en financement. Et on a commencé la création d'Audit & Coverage par commercialiser des produits de placement. Des produits d'assurance, des produits de placement, des produits financiers. Et on s'est rendu compte assez rapidement de la pénibilité du job, parce que c'était très long, pas excessivement rémunérateur. Et on est tombé dans l'immobilier un petit peu par hasard, parce qu'on avait besoin de gonfler notre trésorerie. Donc ça, je te parle de ça, c'était en 2013. C'était à la création de la société, donc c'était il y a un petit moment. Il y a 11 ans maintenant. Et on est tombé un petit peu par hasard parce qu'on se faisait draguer. On était des très bons commerciaux et on se faisait draguer par des promoteurs. Et les promoteurs venaient nous voir pour qu'on commercialise leur programme. Donc on travaillait beaucoup avec Kaufmann, avec Cogedim, avec Vinci, avec un petit peu tous ces gros promoteurs. Une fois, on a vendu un de ces programmes à un client qui est parti faire son crédit à sa banque et sa banque lui a fait annuler notre vente pour placer son programme à elle. Là, on s'est dit, OK, donc là, il y a un problème dans la chaîne. C'est-à-dire que si on a la banque qui devient un peu notre ennemie parce qu'elle nous casse nos ventes pour commercialiser son programme, qui par ailleurs était vraiment de très mauvaise qualité, il va falloir qu'on maîtrise aussi ce maillon. Et donc, on a décidé d'arbitrer et de laisser tomber un peu la VFA pour se concentrer sur le crédit. Donc là, on était plutôt en 2015. Et à partir de ce moment-là, on a fait que du financement et à 70% que de l'immobilier. D'accord. Comme ça qu'on est tombé là-dedans. Et tu finançais du coup un particulier en primo-accession, un investisseur? Exactement. À ce moment-là, c'était qui? Exactement. Alors moi, quand j'ai commencé dans le financement, donc là on était en 2014-2015, on a d'abord commencé avec des particuliers. Donc on finançait leur résidence principale / Pinel ou Duflo, je sais plus ce que c'était à l'époque, donc les loins un peu des fiscs pour acheter dans le neuf. On finançait beaucoup ça. On finançait un petit peu d'investissement locatif dans l'ancien, mais c'était vraiment à la marge. Donc on avait des tout petits tickets. On s'époumonnait quand même beaucoup avec la clientèle de particuliers. Parce qu'un particulier, il veut son financement, mais pas que. Il veut son financement, il veut des cartes bleues gratuites, il veut pas
un découvert, il a quand même beaucoup d'exigences, versus aujourd'hui notre clientèle qui est exclusivement pro, qui veut avoir son financement en fait, point, qui s'en fiche de la carte bleue, qui s'en fiche de tout ça. Et donc au début on faisait ça, c'était des petits tickets, on avait un forfait qui était ridicule par rapport à ce qu'on délivrait comme prestation, on était à 2 000 € le financement. Point. C'était ce que ça nous coûtait. Et on se rendait compte, en fait, que c'était pas le bon business model. Et petit à petit, on a pivoté notre business model grâce à un client qui est venu nous voir. Alors, pas par hasard parce qu'on l'avait prospecté, mais qui est venu nous voir, qui nous a fait confiance alors qu'on n'avait jamais fait ça et qui nous a demandé, donc c'était un marchand de biens, et qui nous avait demandé de lui financer 2 hôtels. Et donc là, on est en 2015, je crois, presque 2016. Et on a réussi à financer cette opération de marchand. Et on a gagné en une opération, je pense, un peu plus que de 50% de notre chiffre d'affaires de l'année. Donc on s'est dit, bon là, il y a un vrai sujet, il y a un vrai créneau. Et donc on a décidé de laisser le marché des particuliers et on s'est concentré sur le marché des marchands de biens et des pros de l'immo. Et depuis, on ne fait que ça. On recherche et on structure les financements pour les entreprises et les professionnels de l'immobilier. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu as gagné beaucoup plus? Parce que là, du coup, tu étais incentivé sur du coup, la marge que faisait le marchand derrière. Parce que là, du coup, je suppose que tu vendais plus à 2 000 €. Donc, c'est quoi le modèle du coup? En fait, on était vraiment très. Tu sais, à cette époque-là, en plus, il n'y avait pas autant de renseignements que maintenant. Il n'y avait pas les podcasts, il y avait pas c'était très difficile d'aller chercher les infos. Puis tu pouvais pas aller les chercher auprès de tes concurrents / confrères. C'était quand même un peu difficile. Donc, on se faisait nous-mêmes notre propre avis, notre propre chemin, et donc, c'était long. Et en fait, on a juste beaucoup échangé avec ce marchand de biens, ce client, qui s'appelle Stéphane, qui est toujours client chez nous d'ailleurs. Et on lui dit, d'accord, alors on va prendre ton projet. Alors, en faisant genre, on maîtrisait totalement, mais en fait, on n'avait jamais fait ça. On va prendre ton projet. Alors, dis-nous ce que tu as l'habitude de faire avec tes anciens courtiers, du coup, parce que maintenant, tu vas travailler avec nous. Et donc, c'est là qu'il nous dit, d'une manière générale, les courtiers, ils prennent entre 1 et 1,5% du montant emprunté. Mais moi, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit peu moins. Alors, nous, on fait le calcul. Mais donc, il y en a pour 18 millions. C'est plutôt sympathique, là, le sujet. Donc, on lui dit, OK, on va te faire un petit peu moins d'1%. Petite fétiche comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on a calibré notre nouveau business model et on a arrêté de facturer. On avait beaucoup levé. On avait un encours vraiment très, très fort. Nous, en plus de 10 ans, on a levé 6 milliards d'euros et on avait beaucoup levé, mais à des tarifs qui n'étaient pas du tout ceux du marché en réalité. Et en fait, on était calé sur un business model de gros courtiers type Meilleur Taux, type CAFPI, qui sont des énormes bulldozers, qui sont très bien dans leur positionnement, mais nous, on n'était pas aussi volumineux qu'eux. Et pour autant, on appliquait une politique tarifaire qui était presque identique. Donc, en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, c'est grâce à lui qu'on a pivoté de segments, de positionnement et on n'adresse plus du tout la même clientèle. Et en même temps, on a ajusté notre business model sur la facturation. D'accord. Et à cette époque-là, du coup, tu n'avais pas les plateformes de crowdfunding, entre guillemets, donc sur le financement, tu n'avais pas toutes les nouvelles solutions qu'il y a aujourd'hui. Non. Et, du coup, comment tu as vécu l'arrivée de ces plateformes? Est-ce que ça a été une concurrence pour toi ou... Non, ça n'a jamais été une concurrence. Au contraire, ça a été vraiment des vrais facilitateurs. Les plateformes de crowdfunding, ce qu'elles permettent de faire, ce qu'elle permettait de faire, parce que là, ça a un petit peu évolué ces derniers temps, c'est qu'elle te permettait de compléter les fonds propres que tu n'avais pas pour compléter ton opération et réitérer. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais ce qui se passe, c'est que... Compléter les fonds propres imaginons, je sais pas, sur un financement de 100, c'est-à-dire que le MDB, il doit apporter 20. Et c'est quoi? C'est la mezzanine? C'est le fonds propre? C'est du coup, c'était quoi? ça. Tu passais de 20 à 40 ou t'as apporté 10 et ça a rapporté 10 et t'avais tes 20? Ouais, c'est entre les deux. Alors, ce qu'on arrivait à faire, c'est... On arrive à lever avec la banque... Alors, avant, c'était quand même beaucoup plus facile. On arrivait à lever 80% de LTV. La LTV, c'est la loan to value. Donc, loan, la quantité de prêt, to value sur la valeur de l'actif. Donc, si tu as ton actif qui vaut 1 million d'euros, eh bien, ta banque, avec 80% de LTV, va te prêter 800 000 euros. Donc, il te manque 200 000 euros pour compléter l'opération, plus les frais. Donc, on arrondit à 10% les frais, l'ensemble des frais, même si en marchand de biens, c'est pas 7,5 de frais de notaire, mais 2,5, mais j'arrondis à 10% les frais. Donc, ça te fait 100 000 plus 200 000. J'ai pas 300 000. Je vais aller voir une plateforme de crowdfunding qui va me prêter jusqu'à, ça va dépendre du projet, et ça va dépendre de l'emplacement, et ça va dépendre de l'opérateur et du track record de l'opérateur, mais la plateforme va me prêter jusqu'à 80% de mon besoin de fonds propres. Donc 80% de 300 000. D'accord. Et ensuite, les 20% de 300 000 manquants, donc les 60 000 euros qui restent à ma charge, c'est mon hard cash, c'est mon equity. Okay. Donc sur une opération à 1 million d'euros, il était possible de ne mettre que 60 000 euros de fonds propres.
D'accord. De vrais fonds propres, de vrais hard cash. D'accord. Donc, jamais de la vie, on a vu les plateformes de crowdfunding comme des concurrents. On les a toujours vus comme des facilitateurs qui nous ont un petit peu amélioré, enfin, pas changé la vie, mais vraiment amélioré la structuration du financement de manière à la rendre encore plus agressive. Après, c'est posé d'autres sujets du deuxième rang. Donc, est-ce que la banque va accepter d'avoir quelqu'un derrière elle? Parce que quand elle me prête 800 000 euros, elle prend sa garantie hypothécaire et elle a raison, parce que c'est elle la dette senior. Mais elle va dire, moi, je veux qu'il y ait personne derrière moi, en fait. Moi, j'ai ma garantie hypothécaire et puis après, vous vous débrouillez. Comme on vient de le voir, l'investissement immobilier a le pouvoir de changer des vies. Et je suis convaincu que les effets de levier immobilier peuvent permettre à tous ceux qui sont motivés et ambitieux d'atteindre un patrimoine de plus de 1 million d'euros en quelques années, comme je l'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai fondé le club Immopreneur. D'un côté, j'aide les investisseurs débutants à chasser des passoires thermiques rentables et autofinancés à plus de 7% de rendement. De l'autre, j'aide les plus confirmés à réaliser une construction de 2 petites maisons à coller de 75 mètres carrés. Cette technique peu connue permet de réaliser facilement un minimum de 100 000 euros de plus-value en une seule opération. La stratégie est la suivante. Acheter un terrain et construire en investissant 400 000 euros, puis diviser la parcelle cadastrale pour revendre minimum 500 000 euros. Pour y arriver, nous accompagnons les membres de A à Z, de la recherche du terrain, à l'obtention des financements, au plan de la maison, à la gestion des démarches administratives, jusqu'à l'obtention du permis de construire. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Donc ça a posé problème. Il a fallu trouver d'autres structurations, d'autres types de sûreté, d'autres garanties pour mettre en place ce type de financement appelé aussi mezzanine, comme tu l'as dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les plateformes de crowdfunding vont beaucoup plus favoriser les projets qu'elles ont à 100%, donc elles ne font plus de financement de fonds propres. J'ai l'impression que c'est ça en ce mais moment. Mais elles font 100% de l'acquisition. Et pourquoi elles font ça maintenant? Elles font ça pour des sujets de garantie. Ok. Parce que c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir l'hypothèque, qui est la principale des garanties, qui est la plus forte. Alors moi, je considère que c'est la fiducie sûreté qui est la garantie la plus forte, mais ça, c'est un autre sujet. Mais l'hypothèque, c'est la garantie que tout le monde va vouloir mettre en avant et avoir. Donc la plateforme de crowdfunding, elle n'est pas plus moins disante que la banque. Elle va dire, il n'y a pas de raison que moi, je prête. Et en plus, je prête mieux que toi, banque, parce que je vais avoir une LTV souvent plus forte. Je vais pas bloquer, parce que les 80% dont je te parle, c'était un petit peu à la belle époque. Hein. Aujourd'hui, on est plus à 70-75%. Malheureusement. Et dans le meilleur des cas, on peut arriver à 80%. Mais si on a, encore une fois, un très bon dossier, un très bon track record, on est un opérateur connu, déjà financé par la banque, oui, on arrive à avoir 80%, voire plus. Mais c'est pas du tout certain et c'est tout sauf une règle. Donc la règle, c'est plutôt 70-75%. Donc ça fait quand même beaucoup de fonds propres à apporter. Or, la plateforme de crowd, elle va te dire, je vais peut-être avoir plus de facilité à te prêter plus, mais il n'y a aucune raison que je ne prenne pas la garantie hypothécaire. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voulez pas être second rang en fait sur l'hypothèque, parce qu'en cas de défaut, ils récupèrent potentiellement rien, c'est ça? Absolument. C'est impossible de te placer en deuxième. Déjà, la banque ne veut pas. Et puis quand elle l'accepte, parce qu'il y a encore des banques qui acceptent, très très peu, mais quand elle l'accepte, elle va te mettre énormément de restrictions, notamment sur la quotité de financement de fonds propres. Donc elle va les caper en règle générale à 50%. Quand normalement j'aurais pu aller chercher 80% de fonds propres avec ma plateforme de crowdfunding, quand la banque accepte qu'il y ait quelqu'un derrière elle, elle va me dire ok, c'est pas 80 et c'est 50. Bon, ça c'est pas grave, c'est toujours mieux 50 que 100 à mettre, mais c'est quand même très très pénalisant. Donc aujourd'hui, on va structurer différemment. Quand on va faire appel à une société de crowd, on va lui demander de financer 100%. Pas 100% de la demande, mais en tout cas, on va lui demander de financer l'acquisition. Je ne vais plus mettre de dette senior avant, je ne vais plus mettre de dette bancaire avant. Je vais lui demander de tout me financer. Et puis moi, je vais rajouter mon equity et mon hard cash derrière la plateforme. Je vais faire en sorte quand même que la plateforme ne me prête pas 70, 75 ou 80%. Je vais essayer d'améliorer mon dossier pour qu'elle me prête un peu plus. De manière à ce que moi, j'ai moins d'equity à mettre. Et si je dois mettre beaucoup d'equity et que je n'en ai pas, pour rejoindre ta ligne éditoriale de 0 à 1 million, considérons que j'ai 0, si j'ai 0 euros, je vais donc structurer, donc ça c'est ce qu'on fait aussi pour nos clients, je vais structurer en plus de l'equity. Donc je vais monter un club deal
Je vais faire rentrer des gens, Thibaut, Pierre, Paul, Jacques, et je vais leur dire à chacun, j'ai besoin de 100 000 euros, mettez-moi 25 000 euros chacun, vous êtes 4. Et je vais leur demander donc de me mettre l'equity dans l'opération, de manière à ce que moi, parce que moi j'ai toujours 0, eh bien je peux quand même réaliser mon opération. C'est pas grave, j'aurais évidemment donné des parts de la société qui emprunte, de la société qui achète. J'aurais donné des parts à Thibaut, Pierre, Paul, Jacques, mais je peux leur donner 25, je m'en fiche. Je vais quand même réaliser une très belle marge. Mon opération est très bonne. Il vaut mieux que je me sépare de 25 et que je la fasse, plutôt que je garde 100 et que je fasse rien. Ouais. Puisqu'encore une fois, j'ai rien, j'ai 0. Oui. Donc là, c'est le modèle club deal on top. C'est ça. Et ça, du coup, tu le fais en... C'est quoi? Il faut monter une SAS, je suppose? Ça dépend. Il y en a qui préfèrent être en SAS, d'autres en SARL. En fait, tu vas monter un SPV. Après, tout dépend de comment est-ce que tu vas être structuré avec ta holding, etc. Mais tu vas monter ton SPV. Parfois même, tu vas être seul dans ta société et tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5 equity partners qui vont être en SEP, en société en participation, donc ils seront plutôt undercover. Pas vraiment d'intérêt de faire ça, mais ça c'est déjà vu. Ce qui est mieux, c'est quand même que tu partages le camembert avec tes equity partners et qui vont donc avoir 25% de ton SPV. Et c'est avec cet SPV-là, qui sera une SAS ou une SARL, peu importe, c'est avec cet SPV-là que tu vas faire ton opération. Et évidemment que cette structuration, elle marche sur des opérations short terme. Moi, je vais pas faire rentrer Thibaut dans ma société si je veux me lancer dans du patrimonial qui va durer 25 ans. Il y a peu de chances que tu acceptes, même si tu m'aimes bien, tu vas me dire, moi, je veux quand même que mon argent, il tourne, et je veux qu'il tourne vite. Donc, je veux que la rotation soit importante, parce qu'à chaque fois, j'investis. Donc, je vais te donner 1 an. Allez, 1 an et demi. Allez, si c'est vraiment une énorme opération et qu'elle est magique, 2 ans. Mais ça va pas être 25 ans. Ouais, d'accord. Enfin, même si 25 ans n'existe pas chez les pros, en fait, le maximum c'est 15 ans, mais ça va pas durer 15 ans non plus. Donc, il faut que ce soit à short terme, mais c'est pas grave, parce que si on rejoint, encore une fois, ton ADN, qui est de dire comment est-ce qu'on fait pour passer de 0 à 1 million rapidement, et ben comme ça, en fait, il n'y a pas 1 milliard de moyens de faire beaucoup de cash très vite, à part faire des opérations très short terme. J'achète, je crée de la valeur, je revends. J'achète, je crée de la valeur, je revends. Opération de marchand de biens. Et là, les personnes qui rentrent dans le SPV, donc là, tu me parles de céder 25%, donc de garder 75%. C'est pas plusieurs personnes prennent 25%. Ah non, oui, bien sûr. C'est les 4 equity partners. Exactement. Voilà. Donc chacun a ses 25 divisé en 4. C'est ça. Et du coup, ces gens-là, tu leur promets un peu comme dans un crowdfunding, un rendement de 11 points par an. C'est quoi la promesse souvent? Alors, il y a plusieurs schémas. Bien sûr que tu peux leur proposer de se faire rémunérer. Et effectivement, 11%, c'est devenu un peu un minimum aujourd'hui. 10, si c'est des copains. 11, si c'est moins des copains. 13, si c'est la norme. Et 7, si t'as un podcast, apparemment. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, on a réussi à faire 8, on n'a pas réussi à faire 7. Mais bon, pourquoi pas. Soit tu rémunères, et c'est très bien. Soit tu donnes un cut sur la marge. Et c'est ce qui se fait, de manière un peu plus générale. Parce que... C'est quoi à peu près le cut, du coup, souvent Alors, ça va entre 20 et 50% de la marge. Ça va dépendre, en fait, du niveau des fonds propres que tu vas mettre. 50%, parce que attends, je ne sais pas combien, parce que du coup, si tu cèdes que 25 du SPV, mais tu donnes 20... Du coup, tu donnes plus de pourcentage de ta marge que le prorata des par rapport à la marge? Alors, 25, c'est pas une norme absolue, c'est un exemple. Si on parle de cet exemple. Mais ça peut être, si c'est 25, ça peut être 25% de la marge aussi, tu vois, Ça dépend. Ça dépend, mais on peut aussi, tiens, ça je vais faire un petit clin d'œil à Pierre-Emmanuel, un de mes associés, on peut aussi réussir à faire, tu mets 100% des fonds propres, parce que moi, encore une fois, j'ai rien, donc j'ai toujours 0, donc je vais pas pouvoir participer à l'effort financier, par contre je vais être celle qui va opérer, je vais être l'opérateur de la mission, donc j'aurai d'autres efforts à fournir, mais en financier, je mets 0. T'en as plein qui vont dire, oui mais moi si tu mets 0, je prends la majorité de la marge, c'est-à-dire plus de 50%. Bah, t'as mis 0, donc c'est normal, je prends au moins 60. Ça se fait quand même assez souvent. Nous, ce qu'on arrive à faire sur des club deals intelligents et très long-termistes, c'est je mets 0, parce que j'ai toujours pas d'argent, et je vais demander à mes equity partners, en échange d'une petite rémunération annuelle, qui sera bien en deçà des 10 et des 7 et des... Voilà, de leur demander de prendre moins de 50%. Et après, la négociation, elle va se faire entre 20, 25 et 50. Mais dans tous les cas, moi, je veux que l'opérateur... Ça, on a vraiment fait en sorte que ça soit toujours le cas chez nous, pour nos clients. L'opérateur, c'est lui qui mouille sa chemise. Il n'a pas mis l'effort financier, certes, mais c'est lui qui est sur le chantier et c'est lui qui déboucle. Donc, c'est lui qui doit être majoritaire. Et il doit l'être vraiment.
pas à 51. Ok. Alors, quand c'est dans le cas de grosses opérations, c'est ce qu'on fait. Quand c'est dans le cas de track record et de débutants, pas du tout. Là, on est plutôt sur un schéma 50-50. Parce qu'il n'y a pas de track record, parce qu'on ne sait pas si l'opération elle va vraiment très bien se passer ou pas, parce que l'opérateur n'a pas encore prouvé que c'était un bon opérateur. On n'a pas de doute que ça le soit, mais voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. C'est vraiment de la négo et c'est en fonction de l'opération. Et je vais te dire, c'est en fonction de l'appétence que l'investisseur, que l'equity partner va avoir dans le projet. Plus le projet va être dingue. Moi, j'ai toujours dit une phrase, c'est le projet qui fait l'argent. C'est pas l'argent qui fait le projet. Plus ton projet va être dingue, plus tu vas avoir des equity partners qui vont se ruer dessus pour mettre de l'oseille, plus tu vas être fort dans ta négo. Tu vas leur dire, vous prenez même pas 20 points, et puis vous aurez bien sûr. Même pas 20 points. C'est le projet Surtout qui que donne le les là. projets MDB, c'est pas facile à trouver, quoi. Non. Donc il faut... Des bons projets MDB, c'est pas facile à trouver. Ok, cool. Et du coup, tu me dis, avec 0, je monte un club deal. Moi, j'ai envie de te dire, je vais monter un club deal pour le club Immopreneur. Alors, si ça me coûte 0, mais est-ce que ça coûte vraiment 0 ? Parce que je suppose que monter un SPV... Non, ça coûte jamais. C'est pas gratuit. 0. Du coup, mais combien ça me coûterait là si je veux monter un club deal ? Moi, ça me donne envie. Ça te donne envie. Normalement, ça donne envie à tout le monde. Si les choses sont bien faites. Ça te coûtera toujours de l'argent. Moi, je vais te dire, on a créé, je vais te donner des vrais chiffres. On a créé, avec mes associés, il y a 1 an, un incubateur de marchands de biens qui s'appelle La Relève. On en a déjà parlé ensemble. La Relève, c'est exactement ça. Ça permet à des néo-marchands très novices qui ont fait déjà des opérations long terme, un peu de patrimonial, qui ont des petites foncières, qui ont fait leur achat-revente avec leur résidence principale. Bon, voilà. Mais ils n'ont jamais vraiment fait des opérations de marchands de biens avec un financement de marchands de biens, débouclé en marchands de biens, frais de notaire, marchands de biens. Bon, ils n'ont jamais vraiment fait ça. Et donc, ils viennent chez nous pour se professionnaliser, construire leur track record et accélérer leur croissance, aller plus vite. Pourquoi est-ce qu'ils vont plus vite ? Parce qu'on est associés ensemble sur chaque opération, on est à 50-50, et lorsqu'ils mettent 100 000 de fonds propres, on met 100 000 à leur côté. Donc on partage les fonds propres. Donc lorsqu'ils ont 200 000, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite et de faire plus d'opérations que s'ils étaient seuls ou ils en feraient peut-être qu'une seule. Je leur dis toujours, pour commencer, et c'est d'ailleurs un des critères pour rentrer dans la relève, il faut, avant de dire bonjour, au bas mot, entre 30 et 50 000 euros. C'est la base. Pourquoi ? Parce que même si tu vas pas mettre beaucoup de fonds propres, parce que je vais faire en sorte que tu en mettes très peu, tu as quand même des frais, tu as quand même des aléas, tu as quand même un risque qu'il faut pouvoir assumer sans trembler. Faut pas que ça tangue. Parce que si ça commence à tanguer au niveau de ton portefeuille, ta tête, elle sera plus sur l'opération. Faut être prêt à les perdre, du coup ou... Faut pas être prêt à les perdre. Faut être prêt à les investir. Ok. Non, théoriquement, on les perd pas. On fait en sorte quand même de choisir les bonnes opérations. Mais on est très picky sur les opérations qu'on sélectionne. Donc, il y a vraiment très, très peu de chances qu'on se foire. Au contraire, on essaye vraiment d'être au plus bon père de famille, au plus juste sur la sélection. Donc, si tu veux, évidemment, faut pouvoir payer un comptable, faut pouvoir payer les statuts, etc., la création de la société. Faut pouvoir payer... j'avais eu la question la dernière fois, mais il faut aussi payer le dépôt de capital. Bah oui, quand tu crées la société, tu as un petit dépôt de capital et si tu mets 100 euros, on va pas aller bien loin, donc faut quand même... j'ai rien contre les sociétés à 100 euros, mais bon, elles ont pas une très belle réputation en banque. Ça peut faire peur. Du coup, ça peut faire peur, et c'est normal. Donc, bien sûr qu'il faut pouvoir payer, et surtout, au-delà de ça, l'aléa, parce que tes frais financiers, ils vont te coûter de l'argent, c'est les intérêts de la banque. Si tu dis que ton opération, elle dure 1 an et que tu la déboucles en moins d'1 an, tout va bien. Si elle dure 1 an et que tu la déboucles en 1 an et demi, il y a 6 mois que t'as pas vu venir. Et en plus, au prix que la banque coûte aujourd'hui, ça va vite. Ça va vite. T'as quand même intérêt à avoir un peu de côté. Ça, c'est les aléas. Il faut pouvoir avoir un petit matelas de sécurité et ne pas être trop stressé sur ce sujet. Parce que les retards, ça arrive tout le temps en IMO. Les retards, c'est tout le temps. Les travaux, tu budgétises 1 an. Si t'as pas fermé les yeux, ça t'a coûté 1 an et demi. Je double, moi, maintenant. Je fais mes estimes de travaux. Si je vois qu'il y en a pour 1 an, je dis que c'est 2, comme ça. Je me dis, si je finis en 1 an et demi, c'est bien, quoi. Mais je double. Ouais. T'as totalement raison. Et même au-delà de la durée, les matériaux. Sur cette dernière année, rien que les matériaux, ils ont doublé. Ils ont doublé le prix. Tu voulais prendre de l'aluminium il y a 2 ans, les ça rails, allait. De placo. Aujourd'hui, c'est un produit de luxe, tu vois. Aujourd'hui, c'est la folie. Donc, tu ne peux pas réellement commencer avec
0,0. Faut quand même avoir un petit chouïa, faut avoir un petit quelque chose, faut avoir 20 000 pour dormir tranquille, au moins 30 000, tu vois, pour dormir tranquille. En plus des fonds propres que tu vas mettre, sauf si tu ne mets aucun fonds propre, et auquel cas, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ok, cool. Donc là, on a bien compris du coup ce que tu faisais du coup sur la partie marchand, sur la partie financement. Je vais revenir un petit peu du coup sur ma ligne édito, tu sais que ça me tient à cœur. Si tu devais redémarrer de zéro aujourd'hui, est-ce que tu ferais le 0 à 1 M en te lançant tout de suite dans du marchand ou est-ce que tu vois certaines étapes par lesquelles il vaut mieux quand même passer avant? Parce qu'il y a toujours j'ai l'impression qu'en ce moment, le fait de devenir marchand, il y a un petit peu une mode. Je sais pas, tu vas me dire aussi ce que tu en penses, mais il y a beaucoup de gens, je remarque, qui veulent se lancer en tant que marchand, même moi qui m'appelle via mes contenus sur les réseaux. Et moi, j'ai un peu l'idée que vaut mieux faire les choses par étapes. C'est un peu ce que j'ai fait, un peu d'investissement locatif. Ensuite, tu te rends compte que l'investissement locatif pour faire... j'ai fait le calcul il y a pas longtemps, je fais un post qui a bien marché d'ailleurs. L'investissement locatif, j'ai calculé que je me suis fait un tableau chez moi, je me suis demandé combien de temps il va falloir pour que je fasse 100 000 euros de plus-value avec un investissement locatif. En fait, j'ai calculé que si tu achetais un bien en autofinancement, tu vois, on va dire avec du 7% de rendement net, eh ben, il allait te falloir à peu près 17 ans. Et qu'en fait, si tu faisais par exemple un Airbnb et une coloc, même si tu prenais une conciergerie, ça te prend quand même du temps à gérer, à manager, etc. Ah, bien sûr. Eh ben, tu allais toucher 43 euros de l'heure. Donc, en gros, je suis arrivé à la conclusion que ça te faisait, tu vois, une journée, à peu près 300 balles, tu vois. Et sauf que moi, mon TJM, il a plus du double de 300 balles. Donc, je me suis dit, bon, investissement locatif, c'est plus très, très rentable. Mais pour autant, c'était quand même bien de passer par là pour un peu se faire la main, passer devant un notaire, etc., voir ce que c'est de la gestion locative, voir ce que tu veux plus faire aussi éventuellement. Et donc, j'ai ce truc, moi, de un petit investissement locatif. Donc, moi, je suis anti-copro, je suis anti tout ce qui prend trop de temps à gérer. Et toi aussi, sûrement, si tu fais du MDB, c'est souvent comme ça qu'on y vient. Et je suis sur le côté quand même RP. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de marchands qui s'étaient fait la main et un peu de trac sur les RP. Donc, je dis pas, parce que souvent, quand je dis ça, j'ai tout le monde qui lève la main. Oh là là, je dis pas qu'il faut faire 10 RP en 10 ans. Je dis qu'on peut faire 1 ou 2 RP, on s'entend bien. Si on fait 2 bons coups en RP en 10 ans, on peut déjà faire de l'argent et on n'est pas obligé d'en faire 50. Mais toi, ouais, comment tu vois les choses à quel moment c'est bien de devenir marchand? À quel âge? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Pour faire le million, du coup. Je vais dire ce que j'aurais effectivement aimé faire plus tôt, parce que je crois que c'était un petit peu ta question. Moi, j'aurais préféré commencer en étant marchand de biens, en vrai, parce que j'ai pas du tout commencé en étant marchand de biens. J'ai commencé mes investissements IMO un peu de manière très classique. D'abord, j'ai acheté, 2-3 invests. Non, j'avais acheté un petit portefeuille à un de mes clients d'ailleurs. On a acheté ça avec Romain. Voilà, je sais plus combien il y avait d'actifs dedans, peut-être 3-4 ou quelque chose comme ça. Puis un autre portefeuille, puis encore un autre. Et puis ma résidence principale. Et puis on a déménagé parce que je tombais enceinte de jumeaux, donc on a dû avoir un peu plus grand. Et puis j'ai racheté ma résidence principale. Enfin, si tu veux, c'était très classique comme schéma. Alors oui, on a fait de l'argent, mais j'aurais pu largement en faire beaucoup plus et beaucoup plus vite si j'avais commencé une activité de marchand de biens au moment où j'ai acheté mes portefeuilles d'invest. Et quand on s'est mis à faire du marchand, c'est là que je me suis rendu compte que si on était bien accompagné et si on avait une bonne vision, alors moi j'ai un vrai délire avec la vision, je suis assez autiste là-dessus. J'aime bien quand le focus, moi j'ai toujours le focus paye, j'aime bien quand on met le focus sur une stratégie et qu'on est identifié dans cette stratégie parce que ça va beaucoup plus vite et parce que c'est beaucoup plus fort et parce que c'est beaucoup plus efficace. Donc oui, si tu fais une opération de marchand de biens, lundi c'est un appartement, après la deuxième c'est un parking, la troisième c'est un chalet et la quatrième c'est un immeuble. Bon, t'es ni focus, ni identifié sur le marché, ni fort dans aucun domaine. Donc, alors que si tu te dis, ma vision, ma stratégie immobilière, mon focus, c'est de faire que des pieds d'immeuble, et tu te fais identifier par les agents immobiliers qui vont t'apporter du off-market, qui vont dire, ok, c'est bon, Anaïs, c'est la pro de ça, donc dès que ça sort, je me fais même pas chier, je le mets même pas en ligne, je l'appelle directement et c'est pour elle. Et ça manque pas. À la fois les agents immobiliers t'ont identifié et à la fois les banques t'ont identifié, elles ont financé la première opération, t'as réussi, tu ramènes la deuxième, c'est la même, théoriquement elle va dire, elle va réussir aussi, la troisième, la quatrième, la 10e. Et en fait, on a fait ça avec Romain sur 3 stratégies différentes. Donc à chaque fois, on en fait une stratégie, on bombarde. Okay. Après, quand on en a un peu marre, on change, on switch, on fait la deuxième.
Et donc là, on est sur la 3e. Et là, c'est quoi en ce moment la stratégie du moment? Alors en ce moment, alors j'adore ma vision du moment. Alors faut mieux que ta vision soit quand même liée à des choses que t'aimes bien, parce qu'il faut pas que ce soit chiant non plus, même si ça rapporte de l'argent. Donc là, en ce moment, on retape des petites superficies entre 17 et 34 mètres carrés et on les restructure en suites d'hôtels. Ok. En petite suite d'hôtels, donc il faut que les actifs soient très bien placés, donc très prime et de préférence proche d'hôtels. Donc nous, on est vraiment que à Paris, donc proche de grands palaces parisiens, et qu'on aménage un petit peu à l'image ou avec la tonalité de cet hôtel. À côté de tes bureaux, du coup. Pas très loin de mes bureaux, du coup, absolument. Il y en a 2 qui sont pas très loin. Et on se crée un portefeuille comme ça qu'on revend du coup à la renta. Ok, mais avec la défisque un peu par hôtelière non, même pas. Pas du tout. Non, là-dessus, on a fait simple. On a fait très simple. Donc ça, c'est notre sujet du moment. Mais du coup, en bail mobilité? Alors, il y en a pour qui on a de la commercialité, donc c'est facile. De le faire en saisonnier, en Airbnb, et d'autres où on n'a pas la commercialité, ni des commercialités, ni d'épée, et donc on est en bail mobilité. Absolument. D'accord. Ok. Et en fait, l'un dans l'autre, la performance est très très bonne. Quand tu fais la moyenne de tout, la performance et le rendement est très élevé. Donc ça nous permet en fait de revendre un actif avec une forte renta. Et avec, du coup, une très bonne marge. Ouais, parce que je crois que quand tu as la commercialité, du coup, tu peux passer à 20 000 le mètre ou tu peux t'approcher de ça. Oui, tu peux, mais il ne faut pas que ce soit déconnant non plus. C'est-à-dire que j'ai déjà vu dans le portefeuille de certains de mes clients qui se sont vraiment spécialisés là-dedans, des actifs avec d'énormes rendements qui, du coup, ramenés au prix au mètre carré, faisaient que le studio coûtait 34 000 € le mètre. Bon, oui. Si on est purement stricto-financier, c'est le cas. Ouais. Maintenant, est-ce que quelqu'un va t'acheter ton studio 34 000 ? Personne, en vrai. Oui. Ça n'existe pas. Donc oui, ce raisonnement est juste, mais il faut quand même un petit peu le rendre cohérent avec le marché. C'est-à-dire que théoriquement, tu vas prendre la fourchette très haute du marché lorsque tout autour de toi coûte 18 000. Bon, bah toi, tu vas peut-être pas coûter 34 000, mais tu vas coûter entre 20 et 25 000. Tu vois, ça sera un peu plus cohérent. Et c'est très bien aussi en termes de marge. Il faut aussi accepter de faire une bonne marge, même si c'est pas une marge spectaculaire. C'est quand même faire entre 30 et 40% de marge, c'est exceptionnel aujourd'hui. Ouais. Donc avec travaux, du coup, là. Avec là, création de valeur. Ouais. Ok. Gros travaux, ultra luxe. D'accord. C'est quoi qu'on appelle de l'ultra luxe? Parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup qui me disent à Paris, je fais du luxe, comme c'est un peu le truc en ce moment. C'est très tendance. C'est quoi l'ultra luxe? C'est-à-dire, il y a quoi comme matériaux dans les salles de bain? Alors, on met quoi sur les sols? Je me pose toujours la question. L'ultra luxe, déjà, en termes de prix, c'est 4-5 000 € le mètre. De réno? Au minimum. Ouais, okay. Pour les travaux. Au minimum. C'est-à-dire qu'en dessous de 4 000, tu vas faire du super beau. Mais tu vas peut-être pas faire de l'ultra-luxe. L'ultra-luxe, il faut que ce soit et du confort et des matériaux exceptionnels qui ne bougent pas dans le temps, où jamais tu as un pet de travers. Et surtout, c'est aussi dans la qualité de l'exécution. Donc déjà, tout ton mobilier, c'est du sur-mesure. T'as un gros poste menuiserie dans tes appartements que tu rénoves ultra luxe. Donc les tables, les commodes, les dressings. C'est quoi la bonne taille par rapport au volume? C'est pour ça que tu fais du sur-mesure? Exactement. Il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas un fileur de chaque côté du mur. Enfin, la tête de lit, elle est parfaite et en hauteur et en largeur. Les claustrales, enfin tout est extrêmement, tout est millimétré. Et c'est ce qui fait que quand tu arrives dans une pièce, t'as l'impression que c'est né avec, quoi, tu vois. Donc, c'est pas vraiment une question de matériaux. Je vais pas te dire qu'il faut mettre du marbre partout, parce qu'en plus, le marbre partout, très vite, chacun ses goûts. Moi, très vite, ça me dégoûte. Mais quand il y en a trop, je trouve que ça fait vraiment, c'est trop saoud. Mais vraiment, chacun ses goûts. Mais il faut que ce soit très épuré, très propre. Tu vois, du beau travertin, de la belle robinetterie. Après, t'as des marques qui sont un peu phares. Tu vois, quand tu rentres dans un appartement et que tes interrupteurs, c'est du Legrand, bon, bah, on comprend pas trop. Faut que tes interrupteurs, ce soit un minimum du Meljac. C'est des petits indicateurs comme ça, la menuiserie qui est toute sur mesure, tout est optimisé. T'as dans chaque salle de bain, t'as les toilettes. Évidemment, les toilettes, faut qu'elles soient fermées. Tu peux pas laisser les toilettes ouvertes, tu vois. C'est que des choses comme ça qui vont faire que ton appartement va prendre tout de suite la dimension d'un autre positionnement. Et surtout, faut pas prendre n'importe quelle entreprise en termes d'entrepreneur, en termes de entreprise tout corps d'État peut-être, mais tout le monde n'a pas cette faculté de
bien finir les finitions, de bien exécuter, de bien poser ton plan de travail, de pas foirer ta cuisine parce que ça dépasse un peu, parce que le mur il était pas droit. Enfin bon, il faut aussi faire attention. Moi, je me rappelle, à titre personnel, j'avais pris une entreprise, enfin Romain d'ailleurs, a pris une entreprise, tiens, patate chaude, qui nous a fait dans une résidence secondaire la clim. Et en fait, donc nous, on est assez habitués au vu de notre vision à faire pas toujours de l'ultraluxe, mais quand même. Et donc, on se casse la tête, les coudes, les gaines, où est-ce qu'on fait passer les machins, les trucs. Et le mec, il fait ce qu'on lui dit, et après, on s'arrête là, tu vois. Mais c'était aussi un peu de notre faute, parce que on n'a pas fait notre rôle de maître d'œuvre correctement. Et il nous plaque je sais même pas comment ça s'appelle, tellement jamais j'utilise ça. Tu sais, les plaques d'aération comme ça, là, avec, tu sais, en plastique, avec les bandes comme ça, là. Ouais. Tu vois. Donc en fait, tu te casses la tête à faire un truc raffiné partout, et puis d'un coup, d'un seul, boum, t'as un truc dégueulasse en plastique, béjasse, même aucun rapport avec la couleur des murs. Alors que d'habitude, évidemment, c'est de la menuiserie, et puis c'est pas des lignes comme ça d'aération, c'est très arrondi, c'est limite artistique, tu vois même pas que c'est une bouche de clim, tu vois. Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Tous les entrepreneurs ne savent pas faire. Il faut choisir aussi la bonne équipe. Et ça aussi, ça augmente le prix. Ok. Et du coup, tu les loues, vu que tu vends la renta, tu les loues un peu avant de les revendre. Du coup. Bien sûr. Du coup, tu dois les garder quoi? Tu les gardes 6 mois, 1 an? Et ouais, puis après... en tout, c'est 1 an et demi, à peu près. C'est en tout, avec les travaux plus... mais c'est des petites superficies. Hein. Ouais, mais en 1 an et demi, c'est short. Faut arriver à les sortir et plus les mettre un peu à louer, les vendre avec du track. Ok. Donc, t'es pas sur des opérations si courtes, en fait, du coup, Non, je suis sur un... Là, en ce moment, je suis sur 1 an et demi. D'accord, ouais, ok. Ce qui est très long en ce moment. Ouais. 1 an et demi. Oui, c'est ça. C'est plutôt... parce que maintenant, il y a beaucoup de modes où ça fait du marchand, tu vois, en vente à terme, détachement parcellaire. Faut aller le plus vite possible. Ouais. Toi, du coup, t'as quand même... mais c'est là où je te rejoins, parce que t'es vachement dans le côté soyez niché, faites de la valeur intrinsèque. Moi, je me retrouve carrément parce que là-dessus, on a la même philosophie, mais c'est pas forcément celle qui est dominante, j'ai envie de dire. Il y en a beaucoup qui vantent le MDB sans travaux. Bien sûr, mais alors ça, c'était notre stratégie d'avant, tu vois. Okay. Avec Romain, on achetait des boutiques, des murs de boutiques qui étaient loués et on se faisait pas trop chier. On améliorait la valeur de l'actif par le loyer, par le rendement. Donc en fait, on sortait le locataire A pour placer un locataire B qui payait plus cher de loyer, et nous, on revendait à la renta avec ce nouveau loyer. Mais t'es pas un clou, hein. Il y avait rien du tout, il y avait rien à faire. Bien sûr, alors c'est beaucoup plus rapide, tu gagnes ta vie, hein, tu gagnes très bien ta vie, mais personnellement, ça me saoulait, j'en avais un peu ras-le-bol de faire ça. Ça ne me faisait plus kiffer. Okay. Moi, j'ai envie d'aller faire... alors, j'adore les hôtels, j'adore réfléchir, là, le confort, là, ça va être bien pour l'utilisateur, là. Moi, ça, c'est mon truc. Je comprends largement que ça soit pas le truc de plein de gens. J'en parle très souvent aux membres de la relève, en leur donnant des insights sur notre expérience. Et il y en a qui adorent, d'autres qui me disent « Mais tu te fais chier, mais pourquoi ?» Et ils ont raison. Et eux, ils sont sur un autre focus, ils sont sur une autre niche. Mais je dis toujours, il faut quand même que ce soit quelque chose qui te ressemble et que ça te fasse quand même un minimum kiffer. Même si faire de l'entrepôt, c'est cash game, tu vas gagner ta vie en achetant, en découpant, tu vas revendre à l'utilisateur, c'est très bien, t'as juste à te faire un peu chier sur le Enedis parce qu'il va falloir que tu répartis. Bon, mais moi jamais je mets mes pieds là-dedans, tu vois, genre ça me fait pas du tout kiffer, ça me fait pas du tout vibrer. Et pour autant, mais il faut que ça ressemble un petit peu à ton ADN, il faut que ça ressemble un petit peu à ce que t'aimes faire. Après, toi, t'aimes bien le marché parisien aussi. Exactement. Je suppose. Exactement, moi je ne connais que le marché parisien. Enfin, je connais bien les grandes villes, mais ce que je maîtrise vraiment, c'est le marché parisien. Alors après, dans la relève, on a plusieurs membres. Aujourd'hui, on a 4 promos et on lance la 5e promo là, à la rentrée. Et par promo, on onboard 4 personnes morales. Enfin, 4 sociétés de marchand de biens. Après, à l'intérieur, ils sont 4, 2, 10, je m'en fiche. Mais en tout cas, nous, c'est 4 personnes morales. Et on en a dans toute la France. Donc, on a fait des opérations à Hyères, dans le Var. On a visité à Toulouse, on en a fait à Lille, on en a visité à Marseille, à Aix. Enfin, tu vois, on se balade vraiment partout. C'est pas du tout notre... Moi, c'est pas mon fort. Moi, je connais pas... si, je connais un peu hier, mais c'est pas du tout mon marché. Par contre, on demande à ce que ce soit aux membres de maîtriser son marché parce que ça va être lui, le patron de son opération. Donc, moi, je connais pas très bien le Var. Je connais un peu parce que j'y suis allée en vacances, mais c'est tout. Par contre, je demande à ce que Théo soit incollable sur son marché, parce que maintenant il va devenir le référent, le marchand de biens qui fait des appartements type des maisons type résidence secondaire à Hyères. Voilà, tu vois.
Donc et ça va devenir et c'est un peu ça sa vision et c'est ça sa marque de fabrique et c'est lui qui est vraiment incollable sur ce marché. Nous, on n'a pas vraiment besoin de maîtriser toutes les villes de France. Maintenant, c'est plus facile quand on fait des opérations à Paris. Ouais, ok. Et donc toi, tu m'as dit que si t'avais à l'époque, quand t'avais démarré, t'aurais peut-être dû faire marchand plus tôt. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, tu penses que du coup, pareil, c'est parce que effectivement, à cette époque-là, comme tu disais, tu devais apporter moins de cash, etc. Donc, c'est vrai que c'était un bon calcul. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, si tu te relançais aujourd'hui en 2024, est-ce que ça serait aussi possible de commencer en étant marchand? Et encore plus, en vrai, je vais te dire, parce que certains vont se dire, c'est pas du tout la bonne période, au vu des taux d'intérêt qui sont élevés, au vu des restrictions bancaires, il y a plein d'excuses pour ne pas faire ça maintenant. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a encore plus d'offres de financement qu'avant. C'est-à-dire qu'on a encore plus de solutions qu'avant. Et même si avant, elles existaient un peu, elles n'étaient pas connues du grand public. En réalité, nous, quand on a commencé, on ne savait pas qu'on pouvait faire tout ça. Et on l'a appris grâce à nos clients. Et à chaque fois, je leur dis merci parce que c'est avec nos clients qu'on a grandi. Les clients de Litton Coverage sont vraiment des clients très solides sur le marché. C'est des vrais pros de l'IMO en place depuis des dizaines d'années. Enfin, c'est des génies de l'immobilier. Et nous, en les finançant, on a beaucoup appris à leur côté. Mais à l'époque, c'était pas aussi accessible l'information, même si elle existait évidemment. Mais là aujourd'hui, elle est toujours pas très accessible l'information sur le marchand. Parce que moi, tu vois, je parle un petit peu du marchand alors que j'ai jamais fait d'OP. Okay. Et tu vois, pas plus tard que là, j'étais en voiture, j'avais un patron de start-up qui m'appelait pour me demander comment on faisait une mise en copro. Okay. Et en étant persuadé que j'en ai déjà fait, tu vois. Ouais. En vrai, j'ai côtoyé et échangé avec beaucoup de pros. Donc, comme toi, en fait, j'ai appris avec eux, je connais les étapes, etc. Donc, j'ai l'impression de pouvoir, en tout cas, donner un peu des clés sur le sujet. Mais dès que j'en parle un peu, je suis vachement identifié parce qu'en fait, il y a tellement peu d'infos que les gens me place d'office comme un sachant et un pro du marchand, alors que pas du tout. Je fais juste des posts LinkedIn avec mon géomètre. Effectivement, dans mes maisons à coller, il y a une partie division, implantation de bâti, réseau, etc. Donc, j'ai des notions. Voilà. Mais du coup, ça me fait marrer. Donc, je prends de plus en plus la parole et je fais de plus en plus de contenu éducationnel parce que j'ai l'impression que tous les marchands ne veulent pas distiller l'information de manière gratuite. T'en penses quoi, toi? Aucun marchand ne veut distiller l'information de manière gratuite. Aucun. Dans la relève, on a onboardé une société de marchands qui s'appelle Gustave Capital. Et je leur fais un petit clin d'œil parce que je viens de répondre à leur post LinkedIn en plus. Je vois qui c'est. Tu vois qui c'est, avec Arnaud et Rudy et JP. Et ils ont créé d'ailleurs le Baron Club, très sympathique. Eh bien, eux, je trouve que c'est franchement une des rares sociétés de marchands à communiquer. Ils communiquent sur LinkedIn, ils disent... Voilà, je me suis pris telle ou telle gamelle, j'ai eu tel ou tel succès, ça s'est bien passé, ça c'est de la merde, ça c'est machin. Et ça a été un parti pris, alors je pense par Arnaud et Rudy, peut-être JP aussi, mais de mettre ça en avant parce que personne ne le fait. De communiquer sur en building public, du coup. En building public, sur les succès et les galères du marchand de biens, parce que personne ne le fait. Mais parce que faut pas oublier que l'activité de marchand, moi je le fais aussi un petit peu, tu vois, c'est vrai que je le fais moins, mais j'ai lancé une newsletter qui s'appelle Leverage, j'en parle pas mal dedans, je fais quelques posts LinkedIn, j'essaie d'en parler, mais c'est moins ma ligne éditoriale que eux, par exemple. Faut pas oublier que le métier de marchand de biens, c'est quand même un vieux métier, occupé par des opérateurs qui sont vieux. C'est des génies, mais ils sont âgés. Âgés. Les vrais marchands de biens de foot. Ils sont pas tous vieux, c'est pas sympa ce que je dis, mais ils ont pas 20 ans, ils ont pas 30 ans. Souvent, on commence entre 20 et 30 ans, on est rarement marchand. D'où le fait souvent que je dis de 20 à 30, on est prends du cash et fais 2-3 OP en locatif au RP, mais et là, à 30 ans, tu deviendras marchand. Moi, je trouve que là, en ce moment, il y en a plus. En tout cas, de ce que j'entends et des échos que je reçois, et des feedbacks et des appels, principalement appels via LinkedIn, eh bien, j'en ai plus quand même. Des marchands qui ont entre 20 et 30. D'accord. T'as quel âge, toi? 34. Tu vois, et tu pourrais être un jeune marchand. Ouais. En vrai, t'as... Oui, je pourrais. T'as le mindset. Après, j'ai pas... À 25, franchement, j'aurais pas eu les couilles d'y aller. T'aurais pas eu? Franchement... Mais pourquoi? Déjà, il y a une image quand même où c'est... déjà, j'avais pas 50 000 balles, parce que j'ai plutôt fait de l'argent entre 25 et 30 qu'entre 20 et 25. Ouais. Mais donc déjà, je t'ai dit, il faut pas 50, il faut 20. Ouais, mais il faut quand même les avoir à 25 ans, les 20, c'est pas... c'est pas facile. Alors moi, j'étais entrepreneur, généralement, les 5 premières années, quand t'entreprends, tu démarres, tu fais pas... tu fais plutôt pas de sous, du tout, que c'est une courbe exponentielle d'entrepreneuriat, donc au début, tu fais vraiment rien, et après, tu gagnes énormément.
Je suis d'accord. Mais après, même ça m'aurait fait peur parce qu'il y avait encore moins d'infos qu'aujourd'hui. Alors bah oui, peut-être c'est ce que je te dis. qu'aujourd'hui, oui. Ouais. Là, je suis d'accord, mais encore que ça demande quand même une grosse résistance je pense, au stress quand même. Bah, comme l'entrepreneuriat. Ouais, mais à 25 ans, t'as pas 10 ans d'entrepreneuriat, t'en as plutôt 3, 4, 5. Donc ta résistance au stress, elle est encore un peu naissante. Ouais. Tu peux encore faire un peu des conneries, je pense, avec tes émotions. Donc ouais, j'aurais un peu eu peur et ça a quand même cette idée que c'est très risqué. Parce que oui, c'est vrai que j'entends beaucoup de startups. Tu dis, il y a 99% des startups qui meurent et qui passent pas la 5e année. Moi, j'ai 13 ans de boîte, donc je sais que je peux être dans les 1. Mais dans les marchands, tu vois aussi pas mal d'histoires rocambolesques. Ah ouais, Et énormément même. le marchand, t'es quand même lié à des lois, t'es quand même lié à quelque chose de très physique. C'est vrai que dans la startup en soi, ce qui me rassure, c'est que sur le digital, je peux pivoter, quoi. Et généralement, les sommes qu'on a besoin de poser pour faire de l'argent sur le digital, elles sont ridicules. Je suis pas d'accord. Le ratio entre... Bah, rien de construire une plateforme, ça te coûte en dev une tonne d'oseille. Oui, mais si tu veux, par exemple, aujourd'hui, monter une audience en ligne, créer du contenu, tu peux aller vendre des accompagnements. Tu peux quand même... Alors, ça dépend du business model, évidemment, que tu fais, mais si tu veux faire un gros business sans argent sur le web, tu peux. Marchand, voilà, il te faut quand même un pécule de départ. Je sais pas. Et je trouve ça flippant, quand même. Moi, il y a que récemment où je me suis dit, on s'était rencontrés pour en parler, où je me suis dit, ça peut être une piste. Mais c'est vrai que c'est un côté flippant, ouais, je trouve. Non, mais je comprends. Et je pense que, tu vois, les marchands de biens d'aujourd'hui qui excellent, qui sont des marchands de biens en place, aguerris, qui sont vraiment, j'allais dire des vieux de la vieille, mais qui maîtrisent le sujet sur le bout des doigts, c'est des opérateurs qui font ça depuis 20, 30 ans. Et ils ont aussi un peu le sentiment d'avoir craqué le modèle, parce qu'ils réussissent une activité qui est très dure. Quand tu craques un peu le modèle, quand tu découvres la petite pépite qui va faire que ça va devenir, que tu vas pouvoir industrialiser ton succès, ouais. J'exagère en disant ça, mais c'est l'idée, bah t'as évidemment pas envie d'aller distiller l'information gratuitement, salut, faites tous comme moi et devenez tous multimillionnaires. T'as jamais envie de faire ça. Moi, je vais te dire, dans mes clients, on a beaucoup de chance, on a beaucoup travaillé pour les avoir, et on a vraiment dans le top 5 français les 4 plus gros marchands de biens de France, pareil pour les foncières et pareil pour les promoteurs. Quand je leur dis, parce que Leverage est une newsletter et ça va devenir aussi un podcast, quand je leur dis venez à mon micro pour raconter vos histoires, ils me disent tous la même chose. On t'adore, mais jamais. Je ne vais jamais te raconter tout ce que j'ai fait pour réussir. Et tu vas inviter qui alors? Non, mais j'y travaille, oui, tu vois, okay. J'y travaille. Mais je pense que c'est une mentalité, c'était dans les mœurs, c'était comme ça. Et ils se sont tous un petit peu engrainés à penser la même chose, parce qu'ils se connaissent un petit peu tous, forcément. Et donc, quand ils se réunissent tous, souvent aux mêmes endroits, aux mêmes restaurants parisiens, pour ne pas les citer, eh bien, ils se répètent tous la même chose, en mode « Ah non, ça faut pas dire, ah ça, lui, ah non. » Et je pense que petit à petit, ça va un petit peu s'ouvrir, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a la relève qui arrive. Je vais y aller. Tu vois. On va y aller. Et c'est ça. Et en fait, j'en parlais avec un la dernière fois. Je dis, mais ce que tu vas donner gratuitement, ça veut pas dire que pour autant, on va te l'enlever. Il sera toujours à toi. T'auras toujours ton mindset, t'auras toujours ta petite patte de lapin, t'auras toujours ton truc. C'est juste que tu communiques pour la relève, justement, parce que ça y est, toi, t'as 60 ans maintenant. Tu vas pas faire ça encore 40 ans. Enfin, je te le souhaite pas, tu vois. Sauf que si, c'est une drogue. Jamais ils arrivent à arrêter. Une fois que tu as commencé. Ah ouais, ils travaillent jusqu'à très vieux. Jamais ils arrêtent. Et je comprends parce que c'est tellement passionnant. Et à chaque fois qu'ils terminent une grosse opération où tout le monde a sué, tout le monde a eu des nœuds à l'estomac, tout le monde a machin, et où ils te disent ça y est, c'est la dernière, j'en peux plus. Et ben, une fois qu'elle est débouclée, et ben, ils reviennent te voir au bureau avec une nouvelle promesse. Allez, une derrière, encore une autre. Et encore une autre, et encore une autre. Et au final, ça s'arrête jamais. Et c'est la beauté de l'immobilier. C'est que quand tu as une belle opportunité et que tu sais la reconnaître, tu peux pas la laisser filer. Puis ils ont le réseau après, donc ça vient aussi à eux, comme ils sont identifiés. Donc ça, des fois, après, tu n'as plus besoin de chercher, entre guillemets, si tu as fait un bon branding et que tu es vraiment identifié sur le sujet. La vision. Ouais, moi je suis très vision aussi. Pourquoi la vision? Pourquoi Parle-moi un peu de vision, c'est un sujet que j'aime bien. Parce que la vision, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le meilleur moyen de te faire identifier. Et aujourd'hui, tous les marchands de biens qui excellent. Le positionnement, du coup. Enfin, dans la vision, tu inclus du coup ton positionnement. Je suis positionné sur tel truc. Tu améliores ton sourcing, donc tu as toutes les meilleures affaires qui viennent sur ton bureau.
T'as même plus besoin d'aller vraiment chercher, en fait, parce que t'es identifié dans ton positionnement. Tu vois, j'ai un client, il fait que des hôtels dans le sud. C'est quoi, les vieux hôtels, il les repremiumise ou c'est un peu ça? Ouais. Mais dès qu'il y a de la création de valeur à faire, soit par de l'agrandissement de surface, soit par un aspect un peu plus premium, soit par une surélève, enfin peu importe. C'est pour lui. Et au début, quand il a commencé, il s'est fait un peu connaître sur le marché, et puis il s'est fait identifier par les agents immobiliers, par les banquiers. Et aujourd'hui, il a que des off-market qui arrivent sur son bureau d'hôtels incroyables et que jamais tu penses, de pépites à Saint-Tropez, que jamais tu penses que tu vas un jour les avoir sur ton bureau. Et son positionnement, sa vision, sa stratégie immobilière, appelle ça comme tu veux, sa niche, a fait que aujourd'hui, c'est le patron de ça. Du coup, si je comprends bien en termes de vision, donc en gros, on se choisit une niche sur laquelle on est identifié, mais du coup, j'ai l'impression que toi, c'est être identifié auprès des agents et des banquiers. Et comment on est identifié auprès d'un banquier, c'est-à-dire? En fait, ce qu'il faut, c'est que le banquier, il ait confiance en toi. Oui, donc que tu répètes la même chose et que tu sois pour lui un expert. Exactement. C'est beaucoup plus facile de te faire financer quand tu as déjà réussi une première opération, voire une deuxième, et que la troisième, c'est la même. Ok. Il y a très peu de chances qu'ils te disent non. Il faut que je fasse que des maisons. Alors, moi, je suis autiste sur un sujet, et puis au bout d'un moment, quand j'en ai fait 5, 10, il n'y a pas vraiment de règles, mais quand j'en ai fait suffisamment, et que ça me saoule, je deviens autiste sur un autre sujet. T'es pas obligé de faire des hôtels toute ta vie, tu vois. C'est juste, si tu veux optimiser ton année, ou tes 2-3 années à venir, tu dis, là, sur les 2 prochains bilans de ma société, je vais avoir... tu vas au moins sur une période de 2 ans, du coup? Au moins, bien sûr, histoire de faire toute la boucle. Et ce serait quoi ta technique pour être identifié auprès des agents? Quand on est marchand, on a une vision. Tu conseilles quoi? Je sais pas, de rencontrer 10 agents par semaine, de faire X visites de terrain. Ce serait quoi le framework passage à l'action que tu conseillerais, sur les 90 premiers jours où on se lance? Alors ça, faut que tu rentres dans la relève. Parce que je fais tout un live là-dessus. Et moi, je veux que tu me le donnes gratuit dans le podcast. Et vu que je te le donne, ça m'appartient toujours. Tu peux. Tu vois? Non, mais je plaisante, bien sûr. Alors, en fait, nous, on est quand même un peu de l'ancienne école là-dessus. On se dit qu'il y a quand même rien de mieux que d'aller à la rencontre des gens. Donc, ce qu'il faut, c'est aller à la rencontre des agences IMO. Alors, pas spécialement faire que du porte-à-porte, mais il faut trouver tous les moyens d'aller discuter avec l'humain. Les mails comme ça, moi, je trouve que ça marche pas. Bonjour, je suis marchand de biens, je cherche tel et tel truc. Ça, on toque à la porte. Et si on tu prend veux pas rendez-vous, on débarque. Non, on débarque. Ok. Mais il y a toujours quelqu'un dans une agence. On débarque quel jour? Peu importe le matin. Peu importe le jour, mais le matin. Pas trop tôt? Et pas trop le lundi, mais le matin. Ouais, ok. Après, ça dépend des réseaux. Tout le monde n'a pas les mêmes habitudes et puis les mêmes plannings. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup entendu pas mal de néo-marchands qui m'appellent et qui me disent « Oui, j'ai envoyé 99 mails, machin. » Ouais, mais ça, je comprends. Quand t'es pas répondu, ça donne pas envie, en fait, de répondre. Ouais. Il faut que tu ailles discuter avec un humain. Bonjour, j'ai besoin de ça, et dans quelle période, et dans quel arrondissement, et dans quel machin. C'est hyper important. Ça, c'est la première chose. Si tu veux pas te déplacer à l'agence, tu peux aller sur Se Loger, prendre rendez-vous pour visiter un appartement qui colle à ta vision, à ta stratégie, et puis sur place, pendant la visite, tu vas rencontrer l'agence. Oui. Et là, tu fais ton pitch. Moi, je le fais comme ça. Bah oui. Du coup. Bien sûr. Et puis sur place, tu lui dis, si on se balade en même temps, on se balade, on discute, peut-être qu'on prend un petit café, peut-être qu'on a plus de temps. Il a vu que tu t'es déplacé, que tu es sérieux, que tu es machin. Puis peut-être que tu peux avoir un petit book si tu as déjà fait des opérations. Tu montes sur ton téléphone, voilà ce que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que tu as des choses off-market, etc. Ouais. C'est facile, c'est de l'humain. Il faut juste pas oublier que c'est de l'humain. Et là-dessus, moi j'aime bien les IA et compagnie, tout ce qui peut être un peu automatisation, machin. Mais là-dessus, je trouje que ça marche pas. Et pas de personal branding du coup, parce que alors moi je sais que ça marche. Quand je débarque voir un agent et qu'il regarde mes réseaux, je vais beaucoup plus vite, je pense. Très bonne, je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à nos membres dans la relève, parce que ce sont des néo-marchands et donc on leur apprend quand même un peu à se professionnaliser. C'est-à-dire que même quand ils terminent de déboucler leur opération, on leur dit de construire une landing page et de se construire aussi leur personal branding autour de ça. Il faut que je fasse une intervention dans la relève alors, sur la création de contenu build-in public. Ouais, ça serait très sympa, tu pourrais. Donc tu leur dis quand même de faire un peu de réseau, toi. Ouais, ok. Absolument. Je trouve que c'est effectivement très... ça apporte quelque chose en plus.
Du coup, en apporte. gros, tu prends le contre-pied des anciens, c'est ça l'idée. Ah, totalement, bien sûr. Ok. Et tu leur conseilles d'aller sur LinkedIn, du coup? LinkedIn, Insta, Ouais, ça partout. marche aussi. De balancer. Ouais, exactement. Parce que moi, du coup, ce que je fais, c'est que pour être identifié, c'est les agents, je les ajoute sur Insta, moi. Ouais, Et après, comme ça, ils voient mes stories. ouais, Et moi, je réponds à leurs stories. Parce que comme j'ai pas tout le temps je fais un peu ça en side, j'ai pas le temps de débarquer aussi souvent que je voudrais dans les agences. ouais. Et ben, je vais répondre à leurs stories quand ils ont fait une vente. Ah, bien joué, c'est cool. Là, t'as rentré un beau produit. Et du coup, moi, je vais aller entretenir mon lien avec les agents sur Insta. Donc, les agents qui n'ont pas Insta, c'est un peu la merde. Il y en a beaucoup qui ont LinkedIn, d'ailleurs. Ouais. Et du coup, ma stratégie, c'est de rester dans leur tête et de répéter toute la journée sur les réseaux que je cherche des terrains pour faire des maisons doubles, Et etc. alors, ça marche? Pas encore assez. Je pense que c'est un truc, c'est très long terme. Il faut aussi de la pub, il faut répéter pendant des années, je pense. Ouais. Mais oui, ça marche. Ils se rappellent. Pas autant que je le voudrais des fois, mais j'ai quand même besoin de remettre de l'humain de temps en temps. Ouais. Je peux pas me contenter clairement de faire que ça. De faire que ça. Mais plutôt que d'aller les revoir, je fais pas peut-être tous les mois, parce qu'un agent, ça t'oublie au bout de combien de temps? Moi, j'ai l'impression que c'est au bout de 10 jours. Écoute, si j'en crois mon associé David Brusco, parce que dans la relève, on est 4, il y a moi, Romain, Pierre-Emmanuel Veil et David Brusco. David, lui, il a créé un Trello où il a recensé tous les agents immobiliers avec qui il parle, parce que donc lui, il est marchand de biens depuis toujours, et il a recensé combien d'agents immobiliers, je sais plus, genre c'est astronomique, genre 1600 ou 1800 ou je sais plus exactement, mais astronomique. Et en fait, il les relance toutes les 3 semaines. Ok. Mais tous. Il leur écrit à tous. Et de manière personnalisée? De manière personnalisée. Ah oui. Et en fait, il tient son Trello comme ça en disant Jean-Pierre a eu sa fille qui s'est cassé la jambe. Lui demander dans 3 semaines si la fille va mieux. Ouais, d'accord. Et il rappelle, ça va Jean-Pierre, ta fille comment elle va, machin. Et donc ils parlent, donc ils font du brisage de glace comme ça. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Jean-Pierre lui dit tiens David, ça tombe bien, j'ai un dossier, il vient juste de rentrer. Enfin, c'est magique, à chaque fois c'est exceptionnel. Et donc lui, il va te dire vraiment industrialise l'humanisation de la relation toutes les 3 semaines. C'est un petit peu son credo, sa routine, c'est sa strat, Ok. Tu vois. Et ça fonctionne vraiment bien. C'est cool. Bon, je crois que on a fait un beau podcast. Je te remercie en tout cas pour. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de valeur pour tous ceux qui nous écoutent. J'espère que si vous avez aimé, mettez un petit pouce. Il faut faire monter la vidéo pour qu'elle soit le plus vue possible. Et écoute, je te remercie. Puis on se recontacte quand je monte mon club deal alors. Et avec plaisir. Tu me dis quand tu intègres la relève. Ça marche. À bientôt. Salut Thibaut.